Bonjour à tous. Donc dans cette présentation, nous allons voir les triggers avec PostgreSQL. Pour faire simple, un trigger ou déclencheur en français, c'est une fonction qui sera automatiquement exécutée suite à la survenue d'un événement qui est associé à une table. Donc les événements qu'on pourra considérer pour la définition de trigger, ce sont des événements qui sont associés à des opérations de manipulation du contenu d'une table. Donc ça pourra être une requête de type insert, un update ou encore un delete pour supprimer des enregistrements d'une table. Comme on le verra, un trigger peut être exécuté avant ou après l'opération concernée. D'autre part, un trigger pourrait être exécuté pour chacun des tuples concernés par l'opération ou une seule fois pour toute la requête. De manière générale, les triggers peuvent permettre le maintien de la cohérence de la base de données, propager des mises à jour, réaliser des historiques ou encore réaliser des vérifications. Une remarque pour terminer cette diapositive. Dans cette présentation, nous nous focalisons sur les triggers définis à partir de fonctions PLPG-SQL, mais on peut utiliser bien sûr d'autres langages pour définir des fonctions trigger. Donc ici se trouve l'ordre simplifié de création d'un trigger. Donc la syntaxe est la suivante, create or replace trigger. Ensuite on indique le nom du trigger. Ensuite, soit le mot-clé before ou after, donc en fonction de la façon dont on veut que la fonction trigger soit exécutée, soit avant, soit après l'opération, l'événement. Ensuite, l'événement déclencheur ou les événements déclencheurs. Donc ici, on a la possibilité de mettre insert, update ou delete. Donc si on veut brancher le trigger sur plusieurs événements, on séparera les différents événements en différentes opérations avec le mot OR. Ensuite on, puis le nom de la table. Ensuite for each, et là on stipule en fait si on veut que notre fonction trigger soit exécutée pour chaque enregistrement, dans ce cas-là on mettra row, ou alors une fois pour toute l'opération, pour toute la requête. Dans ce cas-là, on mettra le mot-clé statement. Ensuite, execute, function, et puis le nom de la fonction avec entre parenthèses d'éventuels arguments. Voilà, donc ça c'est l'ordre générique de création d'un trigger. Alors, bien entendu, il faut que la fonction trigger qu'on associe à notre trigger soit déjà au préalable définie. Une petite remarque pour terminer la diapositive. On peut bien entendu en fait associer plusieurs triggers sur un même événement. Dans ce cas-là, les différents triggers seront exécutés, les différentes fonctions trigger correspondantes seront exécutées selon l'ordre alphabétique de leur nom. Donc ici se trouve l'ordre générique de suppression d'un trigger. Donc drop, trigger, éventuellement if exists, le nom du trigger, ensuite le mot-clé on, le nom de la table pour laquelle le trigger est défini, et ensuite on a la possibilité de soit mettre le mot-clé cascade ou restrict. Donc dans le cas où on met le mot-clé cascade, si jamais on a des objets qui dépendent du trigger, ben, les objets dépendants de ce déclencheur seront supprimés également, et puis le trigger. Dans le cas où on indique le mot-clé restrict, si jamais on a des objets qui dépendent du déclencheur qu'on veut supprimer, ben dans ce cas-là, l'ordre ne sera pas réalisé et le déclencheur ne sera pas supprimé. L'utilisateur qui exécute cette commande doit forcément être le propriétaire de la table pour laquelle le trigger est défini. Donc nous allons maintenant voir les fonctions trigger. Donc les fonctions qui seront exécutées automatiquement et qui sont associées au trigger. Donc comme je l'ai dit auparavant, on va se focaliser sur les fonctions trigger définies en langage PLPG-SQL, qui est un langage que nous connaissons bien maintenant. Donc en termes de déclaration, on aura toujours une déclaration de cette forme. Donc create or replace, function, ensuite le nom de la fonction, et là il faudra faire attention, il ne faudra jamais déclarer d'argument. Donc parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et rien entre ces parenthèses. Ensuite le mot-clé returns, et là aussi toujours il faudra spécifier le type trigger comme type de retour de notre fonction. Et ensuite comme d'habitude as, et puis la définition de la fonction. Une fonction trigger.
devra toujours retourner soit nul, ou un enregistrement qui a la même structure que la table sur laquelle le trigger a été défini. En termes de fonctionnement, donc si une fonction trigger qui s'exécute lève une exception, dans ce cas-là, on aura l'opération qui sera annulée dans son entièreté. Donc si par exemple on fait un insert de plusieurs enregistrements, donc une seule requête de type insert pour l'insertion de plusieurs enregistrements, si jamais pour un de ces enregistrements l'exécution de la fonction trigger lève une exception, on aura l'entièreté de l'insert qui sera annulée. Pas uniquement en fait l'insertion du tuple, mais l'insertion de l'ensemble des tuples. Toujours en termes de fonctionnement, dans le cas d'un trigger de niveau tuple, qu'on aura défini avec for each row, donc là, je le rappelle, la fonction trigger sera exécutée pour chaque enregistrement concerné par l'opération. Donc dans ce cas-là, et dans le cas aussi où la fonction trigger sera exécutée avant l'opération, donc dans le cas où on aura défini le trigger avec le mot-clé before, dans ce cas-là, si notre fonction trigger qui s'exécute retourne la valeur nulle, l'opération pour le tuple sera annulée, mais uniquement pour le tuple. Donc contrairement à la levée d'une exception qui annule l'entièreté de l'opération, pour l'ensemble des tuples concernés par la requête. Donc ici, le retour de la valeur nulle annulera la suite de l'opération pour le tuple concerné. Toujours pareil, dans le cadre d'un trigger qui sera défini au niveau tuple, donc avec for each row, et qui sera déclenché avant. Donc si jamais notre fonction trigger retourne une valeur non nulle, donc je le rappelle, un enregistrement qui aura la même structure que la table concernée, dans ce cas-là, l'opération se poursuivra, mais avec la valeur, l'enregistrement qui aura été retourné par notre fonction trigger. Donc dans le cadre d'une insertion, par exemple, le tuple qui sera réellement inséré sera le tuple qui sera retourné par la fonction trigger. Voilà, petite remarque, donc le tuple retourné sera utilisé pour l'insertion ou pour la mise à jour. Dans le cas d'une suppression, il ne sera pas utilisé, puisqu'en dans ce cas-là, on supprime un tuple, hein. Mais par contre, il est important de retourner une valeur qui est non nulle. Sinon, ça annulera l'opération de suppression du tuple. Dans le cadre de la définition des fonctions trigger, on peut utiliser des variables particulières qui sont prédéfinies et qui sont initialisées lors de l'appel de la fonction trigger, lorsqu'elle est déclenchée. Donc on a notamment deux variables, new et old, qui sont de type enregistrement, qui ont la même structure que celle de la table pour laquelle la fonction trigger a été déclenchée, exécutée. Donc en termes de valeur, on a new qui vaudra pour une opération de type insert l'enregistrement qui doit être inséré. Pour un update, cette variable-là vaudra l'enregistrement, mais après sa mise à jour. Pour un delete, cette variable vaudra nul. Concernant la variable hold, on a cette variable qui sera initialisée dans le cadre d'un update par l'enregistrement, mais avant sa mise à jour. Pour un delete, la valeur de cette variable sera l'enregistrement qu'on souhaite supprimer. Et pour un insert, cette variable vaudra nul. Comme autre variable prédéfinie qu'on peut utiliser dans la définition du traitement de notre fonction trigger, on a tg underscore name, qui est un texte, c'est une variable de type texte, et qui a comme valeur le nom du trigger qui a été déclenché. On a également la variable tg underscore when, qui contient soit la valeur before ou le texte after. Et donc là, ça permet d'indiquer si la fonction trigger a été déclenchée avant ou après l'opération. tg underscore hop est également une chaîne de caractères, de type chaîne de caractères, qui indique l'opération qui a déclenché le trigger. Donc
Soit ça peut être la chaîne de caractères insert, update ou encore delete en fonction de l'opération. On a tg underscore table underscore name, qui est une variable qui contient le nom de la table qui est associé au trigger. On a également tg underscore argv. Donc là, on a affaire à une variable de type tableau de chaîne de caractères. Et cette variable-là, ce tableau-là, contient les arguments qui ont été utilisés pour l'appel de la fonction et qui ont été donnés lors de la définition du trigger. Voilà, bon, il existe d'autres variables, mais ici j'ai listé les principales variables qu'on pourra utiliser. Alors, une petite remarque, c'est qu'une fonction trigger pourra être utilisée pour différents triggers ou pour différents événements sur différentes tables. D'où l'utilité de ces différentes variables qui sont ici colorées en vert. Les valeurs de ces variables-là vont permettre de contextualiser l'appel en fait de notre fonction trigger. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de définition de trigger et de définition de fonction trigger. Donc ici, sur cette diapositive, se trouve représentée la structure de la base de données sur laquelle portera nos exemples. Donc il s'agit de la base de données BDDON. Donc elle est constituée de deux tables, la table donateur et la table don. Donc dans la table donateur, on va pouvoir, grâce à cette table-là, sauvegarder des informations sur des donateurs. Donc pour chacun des donateurs, on aura l'identifiant du donateur, son nom, son prénom, la date de son inscription, son email et également le montant total des dons qu'il aura effectués. Concernant la seconde table, la table dons, donc dans cette table-là, on enregistrera des informations sur les différents dons effectués. Donc chaque don aura un identifiant. On a également l'identifiant du donateur qui a effectué le don, la date à laquelle a été effectué le don et le montant correspondant au don. Au-dessous se trouvent les ordres de création des deux tables avec les détails sur les types des différents attributs, puis les contrôles d'intégrité qu'on y a posés. Comme premier exemple, supposons que nous souhaitions que le nom et le prénom de chaque donateur débutent par une lettre majuscule et soient suivis de lettres minuscules. Et d'autre part, supposons que nous souhaitions que chaque email d'un donateur soit totalement en minuscule. Alors pour faire respecter ces contraintes, on a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles, ça serait de définir sur la table donateur des contraintes d'intégrité qui feraient que tout ordre d'insertion ou de mise à jour qui ne respecte pas ce format soit refusé. Une autre stratégie, c'est celle que nous allons mettre en œuvre ici, ça serait de définir un trigger qui intercepterait les différents enregistrements, qui soient soit à insérer ou à mettre à jour, et de rendre conforme le prénom, le nom, l'email par rapport au format requis. Donc pour ce faire, on va définir un trigger qui sera déclenché avant chaque insertion ou mise à jour sur la table donateur et qui fera exécuter pour chaque enregistrement inséré ou chaque enregistrement mis à jour une fonction, donc cette fonction-là, qui modifiera le prénom, le nom, l'email pour respecter en fait, pour faire respecter le format requis. Donc d'une part, alors si on examine la définition de cette fonction, on voit qu'en termes de déclaration, elle respecte bien la déclaration d'une fonction trigger, donc create or replace function, le nom de la fonction. Donc d'une part, on n'a aucun argument, donc parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, returns, et puis on a bien le type trigger comme type de retour déclaré. Ensuite, si on regarde le corps de la fonction, on utilise la variable new. Donc on utilise la variable new pour récupérer la valeur du prénom, du nom, de l'email, du tuple qu'on va insérer ou du tuple qui est mis à jour. Et donc on applique sur le prénom et le nom la fonction initCap, donc c'est une fonction définie dans PostgreSQL qui permet de
de faire ce qu'on veut, qui permet de mettre en majuscule le premier caractère de la chaîne de caractères passé en argument et de mettre le reste en minuscule. Donc on utilise cette fonction initcap sur le prénom et le nom. On utilise également la fonction lower qui met en minuscule les lettres de la chaîne de caractères passées en paramètres. Donc on utilise ces fonctions-là et on modifie donc les valeurs du prénom, du nom, de l'email, de l'enregistrement new. Voilà, et ensuite on retourne la valeur de cette variable, donc return new. Et donc, comme dit auparavant, c'est l'enregistrement qui aura été retourné qui sera réellement inséré ou qui sera utilisé pour la mise à jour. Et de cette façon, avec ce trigger et cette fonction trigger, ben, on est certain que chaque enregistrement qui sera inséré dans la table donateur ou qui sera mis à jour ben, respecte le format qu'on a spécifié ici. Donc si on prend comme exemple ces deux ordres là, le premier c'est un ordre de type insert, le second type update. Donc ici, dans ce cadre-là, donc on suppose bien sûr que le trigger qu'on a défini auparavant est défini pour la base de données. Donc insert, avec cet ordre-là, on veut insérer ces quatre tuples. Et donc au moment de l'insertion, on a le trigger qui sera déclenché. Et pour chaque enregistrement, d'accord, qui sera inséré, on aura la fonction trigger qu'on a vue précédemment qui sera exécutée. Et donc elle modifiera le nom, le prénom et l'email de chacun des enregistrements. Et l'insertion s'effectuera avec l'enregistrement modifié qui aura été retourné par notre fonction trigger. Et donc ensuite, si on regarde la table, le contenu de la table, ben, on va retrouver nos différents enregistrements modifiés et qui sont conformes au format souhaité. Et voilà, ça se déroule de la même manière avec un update, puisqu'on a défini notre trigger également sur un événement de type update. Donc à chaque mise à jour, on aura le trigger qui sera déclenché, et donc pour chaque enregistrement, on aura la fonction trigger qui sera exécutée et qui modifiera le prénom, le nom et éventuellement l'email. Et donc on peut vérifier que la mise à jour a permis, enfin l'appel de la fonction trigger, son exécution a permis de modifier le prénom de façon à ce qu'il satisfasse le format requis. Donc la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc Jeanne avec un J majuscule et le reste en minuscule. Comme deuxième exemple, supposons maintenant que nous ne souhaitions pas permettre la suppression d'un donateur, dans la table donateur, ou toute mise à jour des attributs des donateurs et date d'inscription de cette même table. Donc pour ce faire, ce qu'on peut réaliser, c'est la création d'un trigger qui va être déclenché pour chacune de ces opérations et qui va faire en sorte qu'une exception soit levée. Donc c'est ce qu'on réalise ici. Hein. Donc on définit un trigger qui va être déclenché avant chaque opération de type delete ou chaque requête de type update qui va concerner l'attribut des donateurs ou l'attribut date d'inscription sur la table donateur. Et donc ici on a un trigger qui est un trigger de niveau requête, hein, pas un trigger de niveau enregistrement. Et donc ce trigger, lorsqu'il va se déclencher, ben, pour chacune des requêtes qui aura déclenché le trigger, on aura cette fonction définie ici qui sera exécutée. Et donc si on regarde le corps de cette fonction, on a une seule instruction qui permet de lever une exception. Et donc on le sait, lorsqu'une exception est levée, ben, l'entièreté de l'ordre concerné est annulée. Et donc systématiquement, une fois qu'on aura défini ce trigger, lorsqu'on tentera de faire un delete ou un update, ben, on aura une exception qui sera levée, empêchant ainsi d'effectuer l'opération. Comme troisième exemple, imaginons maintenant que nous souhaitions que pour toute opération sur la table don,
une mise à jour automatique de l'attribut montant de don de la table donateur soit effectuée. Donc, par exemple, dans le cadre de l'insertion d'un nouveau don effectué par un certain donateur, donc au moment de l'insertion de ce nouveau don dans la table don, ben, on souhaiterait que le montant total des dons effectués par le donateur, qui est stocké dans la table donateur, ben, ce montant total soit mis à jour et incrémenté du montant du nouveau don. Donc pour ce faire, on peut définir ce trigger qui sera déclenché après chaque opération d'insertion ou de suppression, de mise à jour effectuée sur la table don, et qui fera en sorte d'exécuter cette fonction qu'on verra sur la diapositive suivante pour chaque enregistrement. Et donc l'exécution de cette fonction fera en sorte de mettre en jour convenablement l'attribut montant de don des donateurs concernés. Donc maintenant, si on examine la fonction trigger qui est associée au trigger, et si on regarde un petit peu en détail sa définition, donc on déclare tout d'abord deux variables, ajout et id, qui vont contenir respectivement la valeur qui devra être ajoutée au montant total du donateur, hein, des dons effectués par le donateur concerné, et id contiendra comme valeur l'identifiant du donateur. Donc si on regarde le traitement, en fonction des différentes opérations possibles, donc delete, update ou insert, on initialise ces deux variables, ajout et id. Voilà, donc c'est ce qu'on réalise dans un premier temps. Donc par exemple, pour une mise à jour, on va initialiser ajout avec le montant du don après sa mise à jour, moins le montant du don avant sa mise à jour, et l'identifiant du donateur sera récupéré à travers la variable hold, donc hold.id donateur. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail des autres instructions. Après qu'on ait initialisé ajout et id, ben, on effectue une opération de mise à jour de montant de don de la table donateur pour le donateur concerné. Voilà. Et enfin, dernière instruction, on fait un retour de la valeur nulle. Donc je rappelle que le trigger est déclenché après l'opération, donc après la suppression, la mise à jour ou l'insertion. Donc ce qu'on retourne ici n'est pas utilisé pour ces opérations. Donc le fait de retourner nul n'a pas de conséquences. Supposons maintenant que le trigger et la fonction trigger vue précédemment aient été définis. Et supposons que nous exécutions cet ordre d'insertion. Donc ici, on va insérer 4 tuples, 4 nouveaux dons dans la table dons. Donc en supposant que la table dons ait été vide auparavant, on va se retrouver avec 4 enregistrements dans cette table-là, correspondant à nos 4 dons. Et donc, grâce au trigger qui se sera enclenché automatiquement suite à cet ordre d'insertion, on va avoir notre fonction trigger qui aura été exécutée pour chacun des nouveaux enregistrements et une mise à jour aura été faite sur les différents montants totaux des dons des différents donateurs concernés. Et donc ici on a les 3 donateurs, celui identifié par 1, 2, 3, pour lesquels on a une mise à jour qui aura été faite par la fonction trigger au niveau des différents montants totaux de leurs dons. Un autre exemple, donc ici c'est un ordre de suppression. Donc on supprime le don identifié par 1. Et donc là aussi le trigger sera déclenché automatiquement et la fonction trigger mettra à jour automatiquement le montant total des différents dons effectués par Evelyne DeVos qui est concernée par la suppression du don identifié par 1. Un dernier exemple d'ordre SQL,
Donc ici, on fait une mise à jour de la table don. Donc on change le montant pour le don identifié par 4. Et donc cela concerne le donateur identifié par 3. Et donc là, également, on aura le trigger qui se sera déclenché et la fonction trigger correspondante qui mettra à jour le montant total des dons du donateur identifié par 3. Voilà, après ces quelques exemples, on va voir comment retrouver des informations sur les triggers qui auront été définis dans la base de données. Donc on a tout d'abord la table PG_trigger du schéma PG_catalogue qui permet de retrouver les informations sur les différents triggers de la base de données. Donc ici un exemple où on affiche les noms des différents triggers dont le nom commence par TG. Et donc si on lance cet ordre SQL, pour récupérer en fait ces différents noms de triggers, on va retrouver les 3 triggers qu'on a définis précédemment dans les différents exemples. PSQL, on a également 2 commandes qui nous permettent de récupérer des informations sur les triggers et les fonctions triggers qui ont été définies. Donc on a anti/dft qui nous permet de lister les différentes fonctions trigger définies. Donc si je lance cette commande, après avoir défini les différentes fonctions trigger vues précédemment, on aura la liste des 3 fonctions qu'on a définies dans les différents exemples. On a également anti/ds qui permet, donc on peut spécifier le nom d'une table, et donc cette commande PSQL va nous afficher des informations sur la table, et notamment on aura la liste des différents triggers définis sur cette table. Donc ici par exemple anti/ds don, et donc on aura comme information différentes informations, et notamment la liste des triggers. Et ici si on lance cette commande là sous PSQL, après avoir défini les différents triggers vus dans les exemples, on va retrouver ce trigger qu'on a défini. Voilà, cette courte présentation sur les triggers avec PostgreSQL est terminée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.